Pourquoi les hommes afro-français creusent-ils leur propre tombe? Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une perruque sur la tête de Louis XIV. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, autrement dit, de briser le complexe d'infériorité, de se libérer de la culture de l'émotion et de la victimisation, et ainsi de s'élever pour prendre pleinement possession de leur cerveau en ne jurant que par l'excellence. Et ce, dans l'optique de faire non seulement honneur à nos nobles ancêtres, mais également honneur à nos enfants. Noblesse oblige. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, prince bamileke et formateur en maîtrise du langage soutenu. D'ailleurs, à ce titre, je permets, si par exemple vous êtes une femme, eh bien de vous donner les clés d'un langage raffiné, d'un langage en dentelle, qui vous donnera accès au cœur des hommes alpha qui rêvent d'avoir à leurs bras pas uniquement des jolies femmes, mais surtout des femmes en capacité de s'exprimer avec velouté, dans différents lieux. C'est toujours mieux que d'avoir des femmes qui hurlent. Et si vous êtes un homme, ma formation vous permettra justement d'affirmer votre autorité, votre virilité masculine sans avoir besoin de vous énerver, et ce, en gardant votre calme. Les deux clés masculines et féminines se trouvent dans le verbe. Et pour la petite information, désormais ma formation est récupérée, si j'ose dire, par l'État. L'État l'a prise en charge via le CPF. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez atteindre la meilleure version de vous-même. Alors je reviens à la question de départ. Pourquoi nous autres hommes afro-français, je parle bien des hommes et non pas des femmes, creusons-nous notre propre tombe avec autant d'énergie? Pourquoi? Et quand je parle de tombe, je parle de triple tombe. La tombe sociale, la tombe morale et la tombe physique. La tombe physique, il suffit de voir ce qui se passe dans les quartiers, les règlements de compte, les guerres des gangs pour mesurer combien la violence règne en maître absolu. La tombe sociale, il suffit de voir où se situent socialement les hommes afro-français dans la hiérarchie. On est loin en dessous des hommes blancs, des hommes juifs, des hommes arabes, des hommes chinois et même des hommes indiens aujourd'hui. Et enfin, la tombe morale, il suffit de mesurer combien le pessimisme s'est emparé de bon nombre de nos esprits. Nous ne jurons que par le pessimisme. Pour nous, l'avenir est forcément sombre. Donc, pourquoi creusons-nous cette propre triple tombe? C'est une question à laquelle, aujourd'hui, nous allons tenter d'apporter une réponse. En tout cas, je vais m'y efforcer. Noblesse oblige. D'abord, pour vraiment l'affronter de front, eh bien, stratégiquement, comme Napoléon à Austerlitz, on va faire un pas d'écart. On va l'observer sous un autre angle. L'autre angle, c'est celui du constat. Le suivant. Il y a plus de Noirs français à Fleury-Mérogis, en prison, qu'à la Sorbonne. Il y a plus de Noirs français dans l'équipe de France, dans l'équipe de France de football, qu'à l'Assemblée nationale. Certains l'ont constaté, mais la question est de savoir pourquoi. J'ai déjà été amené à apporter un début de réponse, ça ne s'inscrit pas dans la couleur de peau, ce n'est pas une question d'ADN. Donc, d'où vient l'explication? Alors, l'explication, elle est d'ordre culturel. Oui, bon, ça, c'est ce que disent les sociologues. Mais dans les faits, concrètement, comment elle doit s'examiner? Essayons de sortir la loupe pour vraiment mesurer la portée et aussi pour, in fine, s'en libérer. C'est le but. Dresser un constat, c'est bien. Apporter un remède, c'est mieux. Et en l'occurrence, pour comprendre cet état de fait, en fait, il y a juste une réponse toute bête. Enfin, toute bête. Elle tombe d'elle-même et elle se résume en un mot. La Kaira attitude, l'identité ghetto. L'identité ghetto, c'est la source de tous nos problèmes, en particulier nous autres hommes afro-français. L'identité ghetto. Aux États-Unis, elle existe également, mais on va rester dans le cas français. L'identité ghetto. Alors, si j'étais Émile Durkheim, j'évoquerais l'existence d'un fait social. L'identité ghetto est un fait social dans le sens où il s'agit d'une manière d'être, de penser, de se comporter extérieure à l'individu qui s'impose à lui, sans qu'il en ait conscience. La meilleure preuve, c'est comment expliquer autrement le fait que bon nombre d'hommes afro-français
s'habillent de la même manière, ont les mêmes goûts en tout genre, alors qu'ils n'ont pas la même sensibilité, pas le même caractère, pas la même origine culturelle ou religieuse. Comment ça s'explique qu'à Grigny, à Sarcelles, au Val-Fouré, notamment, tous les Moussa, les Ibrahima et autres Afro-Français ne jurent que par les mêmes héros, ne portent que les mêmes baskets, marchent de la même manière, se comportent de la même manière. À quelques exceptions près. Comment cela s'explique-t-il? Comment cela s'explique-t-il? Alors, évidemment, on est tous le fruit d'un conditionnement avant d'être le fruit de nos parents. Qu'est-ce qui se cache derrière cette identité ghetto, dont on est fier? Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière cette identité ghetto, évidemment, un recul sur l'histoire s'impose. Un recul sur l'histoire s'impose. Dans la mesure où l'identité ghetto, c'est l'enfant d'une culture qui, elle, est historique et qui coule dans les veines de l'homme. C'est l'enfant de la culture de la virilité. La culture de la virilité. Quelle est l'origine de la culture de la virilité, en particulier en Occident, voire même en Asie, mais on va rester sur le cadre occidental. La culture de la virilité, à l'origine, donc a des ressorts biologiques. L'homme, débordant de testostérone, a besoin de se sentir fort, dominant pour exister. Donc il y a cet aspect biologique, mais auquel s'est ajouté très tôt l'aspect situationnel, environnemental. En Occident, l'homme a dû très vite, pour survivre, eh bien, déployer une force à l'égard de l'extérieur pour résister non seulement au climat, c'est la climatologie, à l'hiver vorace, ainsi que aux animaux sauvages. Puisque, à la différence des autres animaux, il n'a pas de force surhumaine naturelle. Donc il faut qu'il déploie cette énergie en construisant des techniques, histoire de venir tuer des animaux pour nourrir sa famille. Donc cette culture de la virilité, à l'origine, est indispensable pour la survie de l'homme. C'est fondamental d'avoir ça en tête. Bon. Ensuite, quand on s'est arraché à l'époque des Homo sapiens et autres pour rentrer un peu dans l'ère de la civilisation, cette culture de la virilité, elle a été double, elle s'est scindée en deux. Avec d'un côté la virilité purement physique, incarnée par le soldat, et de l'autre la virilité psychologique, incarnée par l'homme politique. Le meilleur symbole de cette cohabitation des deux cultures de la virilité, alors on l'a vu un petit peu dans la Grèce antique, mais surtout elle va se déployer avec la Rome antique. La Rome antique, avec pour figure majeure qui incarne la jonction des deux, parce qu'il y a une cohabitation avec au milieu une sorte de jonction, Jules César. Qui, en 44 avant Jésus-Christ, a traversé ce qu'on appelle le Rubicon. Pour le dire autrement, il est sorti de la culture de la virilité physique, en tant que général d'une légion, pour ensuite marcher sur Rome, alors que c'était interdit. Pour marcher sur Rome, donc il a fait en sorte que la virilité physique prenne le pas sur la virilité politique. Mal lui en a pris, étant donné qu'il s'est retrouvé quelques années plus tard assassiné par ceux qui détenaient justement le pouvoir politique, et notamment son fils adoptif. Donc, il y a eu cette cohabitation pendant des siècles, culture soldat politique, avec au milieu le général. D'ailleurs, pour cette raison, j'ai déjà eu à l'expliquer que les premiers nobles, c'était d'abord les soldats, les généraux, qui ensuite, en ayant accès à la connaissance, accès au langage notamment soutenu, ont délégué ces tâches-là pour, cette fois-ci, dominer, pour diriger, pour exercer cette virilité par des ordres, par un ton ferme, par une dureté morale, ce qu'on appellera aujourd'hui le cynisme. Bon, très bien. À l'image d'un Cicéron, en particulier, qui est connu dans l'histoire, et ensuite inspiré et surtout théorisé par Machiavel, le prince. Bon. Eh bien, cette cohabitation, qui était proche, hein, si je puis dire, eh bien, s'est élargie au fil des siècles. Ils se sont éloignés l'une de l'autre. Ces deux cultures se sont éloignées l'une de l'autre au fil des siècles, et surtout avec l'avènement de deux choses, de deux paramètres. Le premier, avec l'avènement, eh bien, du matériel, la civilisation du matériel, en particulier au détour de la révolution industrielle, qui permettait finalement aux généraux de ne plus être sur le champ de bataille. Quand Bush donne ordre à ses GI d'aller envahir l'Irak, il était assis à la Maison-Blanche, à la différence d'un Napoléon qui lui était à Austerlitz, ou à la différence d'un Jules César ou d'un Marc Aurèle ou d'un Alexandre le Grand. Donc la civilisation du matériel a permis à la culture de la virilité politique, eh bien, de s'éloigner de la culture de la virilité purement physique des soldats. Bon. À tel point que, au bout du chemin, 20e siècle, la culture de la virilité purement physique
a pris des allures de pure barbarie. Crime contre l'humanité, on a qualifié, donc ça c'est la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a été qualifiée de grande boucherie. Résultat des courses, l'idéal de l'homme viril, dans l'imaginaire occidental, a été finalement désacralisé au profit d'abord de l'idéal du politique, et ensuite l'idéal de l'ingénieur, du scientifique, ou d'une certaine façon du sportif. Et j'insiste sur cet aspect du sportif, on va revenir dessus dans quelques secondes. Donc, en Occident, la culture de la virilité, elle a régné en maîtresse à l'origine, ensuite elle a cohabité en étant au service de la virilité, cette fois-ci politique, pour enfin être désacralisée, être battue en brèche, compte tenu de ses effets pervers, la barbarie militaire, compte tenu également du patriarcat qu'elle exerçait à l'égard des femmes. Et au bout du compte, on s'est aperçu que on devait la mettre de côté au profit de la seule virilité politique. Ça, c'est une chose. Sauf que dans les faits, le peuple, lui, parce que ça, c'est l'élite, mais à l'échelle du peuple, qu'en a-t-il été? Est-ce que le peuple a accepté que la culture de la virilité, comme ça, de s'en débarrasser? Quand bien même il l'aurait voulu, il n'en aurait pas eu la capacité pour une raison très simple. C'est que pour passer de la culture de la virilité physique à la culture de la virilité psychologique politique, il faut maîtriser le verbe. C'est le verbe qui nous extrait, comme ça, de ce goût de force, du rapport de force physique, qui nous donne accès au pouvoir intellectuel. C'est le verbe, c'est la rhétorique, c'est la syntaxe qui nous donne l'impression d'être fort sans avoir besoin de s'énerver. C'est la syntaxe, notamment. C'est les verbes robustes. Quand vous entendez un Sarkozy, pourtant il n'est pas plus grand que 3 pommes et demie, et il n'empêche qu'il a autant d'autorité dans la voix. Mesurez votre vocabulaire, et les choses iront beaucoup mieux. Que ne peut avoir un Teddy Riner ou un Mike Tyson sur le tatami ou sur le ring. Pourquoi? Parce qu'il possède la rhétorique, il possède cette virilité verbale. C'est nécessaire. Ce qui n'est pas le cas de toutes celles et ceux qui grandissent dans les classes populaires. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Classe populaire égale classe désertique sur le plan linguistique. Et parmi ces classes populaires, on trouve, je vous le donne en mille, la communauté afro. Les Afro-Américains, les Afro-Français. Donc c'est dans ce cadre-là culturel que les Afro-Français sont nés au lendemain de le regroupement familial de 1974 décidé par Valéry Giscard d'Estaing suite au choc pétrolier. Le regroupement familial, ceux qui n'étaient d'abord que des ombres, les immigrés qui faisaient que des va-et-vient, sont devenus des Français de gré ou de force, ont donné naissance à nous autres, au sein de cette culture populaire, loin du langage de l'élite, donc loin du pouvoir de la virilité intellectuelle. Résultat, eh bien, on a grandi avec pour seule culture de la virilité des héros du type Jean-Paul Belmondo, du type Rambo, du type Schwarzenegger, donc Conan le Barbare. Et c'est dans ce magma-là, ce magma viriliste, qui fait écho aux Spartiates, qui fait écho à la culture des Spartacus, pardonnez-moi, eh bien, c'est dans ce contexte-là marmatique qu'est né un modèle auquel se sont accrochés ma génération, un peu la génération précédente, mais ma génération, et je ne parle même pas des générations qui me suivent, sachant que j'ai maintenant 40 ans. Ce modèle-là, c'est le rappeur, le gangster rappeur. Né aux États-Unis, NWA, Ice Cube, Eazy-E, Snoop Dogg et j'en passe, Tupac étant la quintessence, et a débarqué en France des années plus tard par l'intermédiaire d'un Booba qui incarnait cette transition. Booba a passé 1 an aux États-Unis, je le rappelle, à Détroit notamment, donc il s'est imbibé de cette culture de la virilité par le nouveau modèle pour ensuite l'imposer en France grâce à son génie poétique incontestable et qui fait de lui le plus grand poète du siècle, voire même de l'histoire, contrairement à ce que disent certains de ses détracteurs qui le limitent à l'expression de la vulgarité. Et ce modèle-là, eh bien, a aspiré bon nombre de jeunes noirs afro. Étant donné qu'en parallèle, ils n'ont pas pu s'accrocher à des modèles de construction positifs qui leur auraient permis de se construire, de construire leur virilité sur le champ, cette fois-ci, eh bien, des codes de la société. Est-ce qu'on leur a proposé à la télévision ou dans des séries des oncles Phil, par exemple, qui incarnent une virilité psychologique sans incarner la virilité physique? They have a lawyer present? No, because I'm their lawyer. Did you notify their parents? No, because we're their parents. Des oncles Phil de Prince de Bel-Air, il n'y en a pas eu en France. Il y a eu des Jaon Coucou. Il y a eu des Magloire ou des Vincent McDo. Il n'y a pas eu, comme ça, tous des héros virils
intellectuelle dont avaient besoin les Noirs que nous incarnons, que nous sommes. Bien que le mot noir, vous le savez, j'ai déjà expliqué, est impropre. Mais ma foi, les Noirs français que nous sommes. Donc, au bout du compte, cette culture de l'hypervirilité incarnée par ces modèles-là, elle a aspiré toute la communauté noire, à commencer par les hommes. Ils se sont jetés à corps perdu là-dedans, dans cette culture de la virilité. Mais dans les faits, ça s'est traduit comment? Eh bien, on privilégie le corps, les pectoraux, le sport, au détriment de l'école. On est nous-mêmes notre propre chef. Et comme en prime, on se voit sous l'angle racial, c'est ça le bémol, donc c'est pas uniquement l'aspect social, culture populaire, mais à cela s'est ajouté la dimension raciale, on se voit comme des noirs, eh bien on rejette toute autorité, à plus forte raison qu'on l'aperçoit comme une autorité blanche. Et c'est comme ça que de la culture de la virilité, on passe à la culture de l'hypervirilité, où on ne se met plus de limites. Alors, culture de la virilité existe encore dans un champ sportif, les basketteurs, les boxeurs, les footballeurs, les MMistes. Mais à côté de ça, dans la rue, les gangsters, le ghetto a pris le dessus. Et on se fait justice soi-même. Et on ne jure que par l'agressivité. Alors, vous me direz, oui, mais comment se fait-il que on adopte autant de codes, autant ces codes, alors que ce sont les codes de l'autodestruction. Et la réponse aussi, elle s'impose d'elle-même quand on sait, quand on mesure, on mesure l'impact d'un Booba et tous les autres modèles véhiculés dans le gangsta rap, de Booba, Caris, Nino, Niska. C'est que, n'oublions jamais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le propre des modèles, sachant qu'ils incarnent la réussite et qui en plus nous enjaillent par leur musique, eh bien ils arrivent à conquérir nos cœurs. Donc à l'arrivée, les jeunes noirs, vous avez beau leur dire « libère-toi de cette culture de l'autodestruction qui est la culture de l'hypervirilité dont fait la promotion un Booba, un Caris, un Nino », il vous répondra « qu'est-ce que tu racontes ? Non, eux ils savent, ce sont des vrais bonhommes, et en prime, ils ont réussi, ils ont de l'argent, donc tes histoires de bien s'exprimer, c'est pour les bouffons, c'est pour les blancs. » Pour le dire autrement, ce qui est un poison, une maladie, nous la vivons comme un sérum, nous la vivons comme une forteresse, comme une armure. Et c'est d'un tragique, puisque finalement cette contre-culture qui s'oppose à la culture de l'élite, d'accord ? Hier, c'était le Alain Delon en costume avec le Jean-Paul Belmondo en perfecto. Aujourd'hui, c'est l'image incarnée par, vous vous souvenez, je ne sais pas, le 9 avril dernier, on a appris le décès d'un côté du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth, donc incarnation de la noblesse par excellence, et de l'autre côté de DMX, l'incarnation de l'hypervirilité par l'excellence. Rough Rider, qui se souvient des clips de DMX, ne peut qu'en attester. Personne mieux que lui incarnait ce rugissement permanent, cette hyper-virilité dominante sur le terrain, dans l'espace. Et le Daily, je crois que c'est le Daily News aux États-Unis, avait titré au lendemain, donc le 10 avril 2021, on avait une photo du prince, une photo du rappeur, mis côte à côte, montrant ainsi les deux modèles qui, aujourd'hui, autour desquels se structure la psychologie des jeunes hommes. D'un côté, les blancs, ils ont pour modèle le prince, et de l'autre côté, les noirs, qui ont pour modèle le rappeur. Sans souligner, et peu l'ont remarqué, que, hélas, ce modèle est un anti-modèle, au sens où, derrière les traces et les paillettes qui touchent une minorité de ceux qui font la promotion, à savoir les rappeurs qui réussissent, eh bien, se cache un océan de jeunes autodétruits psychologiquement. Beaucoup sont en hôpital psychiatrique ou en prison, ou, comme l'a dit Kerry James, 6 pieds sous terre, dans sa chanson 4 murs et 4 planches. Beaucoup sont à la NPE parce qu'ils ont dit non à l'école. Booba leur a dit va te faire niquer toi et tes livres. Donc ils ont épousé cette théorie-là pendant l'adolescence. Lorsqu'ils se sont réveillés, il était trop tard. Donc ça crée vraiment, pour une réussite, un chaos d'échecs, chaos collectif. Et ensuite, la conséquence directe, c'est que, aux yeux des institutions, on est méprisé, on est piétiné. Dans la mesure où le premier pouvoir qui permet de s'imposer et d'imposer le respect en société, ce n'est pas le pouvoir viril, physique. Non, aujourd'hui. Il y a 2000 ans, oui, mais plus aujourd'hui. C'est le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel. Nous avons des rappeurs, nous avons des boxeurs. Où sont nos intellectuels? Où sont nos journalistes? Où sont nos scénaristes? Où sont nos juges? Où sont nos avocats?
Où sont nos avocats? Je dis bien où sont nos avocats. Je pense notamment au cas emblématique de la LDANA, qui aujourd'hui fait la une des médias en faisant l'objet d'une mesure de dissolution. Avec son leader ô combien controversé, il incarne, c'est le fruit aussi de cette hypervirilité autodestructrice dont il n'a même pas conscience, au seul motif qu'il porte une noble cause. Donc on ne va pas remettre en cause son combat, simplement comment il le déploie avec les codes de la Kaira attitude. Vous voulez qu'on défonce tout? Non mais dites, vous voulez qu'on défonce tout là dans le magasin? Mais lui, il le voit juste comme des codes raciaux. Il pense juste être un authentique afro. Et c'est tout le bas, c'est là où le bas blesse dans notre culture, dans l'hypervirilité. C'est qu'on voit, on présente l'agressivité comme de l'authenticité. On présente la vulgarité comme de l'authenticité. On présente comme ça le fait d'être vulgaire, agressif, comme voilà l'expression d'une autorité quand on est un homme. Alors même que les codes de la société nous disent que c'est pas possible. Quand vous êtes agressif, le vivre ensemble est impossible. La culture du raffinement, la culture de la discussion, du débat contradictoire, la tolérance n'ont pas leur mot à dire face à quelqu'un qui veut s'imposer par la violence. C'est incompatible. Mais le problème, je l'ai dit, c'est que mon propos, il est inaudible. Il se heurte à la culture du déni. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand tu es déjà fan, tu t'es enjaillé sur un son de Booba, sur un son de Nino, sur un son de Niska, une parole comme la mienne sonne creux. D'autant plus qu'à la télévision, il n'y a pas d'autre modèle à proposer, une alternative au modèle hyper viriliste. Et c'est ce que moi, je vais tenter de mettre en avant. Cet autre modèle, le modèle du gentleman. L'afro-gentleman. Donc l'incarnation factuelle dans le réel de l'afro-noble, cette fois-ci conjuguée au masculin. Mais ça passera par le verbe. Donc c'est sans la maîtrise du verbe, on va rester condamné, enfermé dans notre hypervirilité physique, qui nous enjaille quand on est adolescent, et qui plus est en plus qui plaît aux femmes, au compte tenu du féministe qui leur dit je jouis donc je suis, donc qui répond, cette culture de l'hypervirilité afro, à la crise de la virilité blanche, parce qu'il y a aussi ce paramètre-là, mais et là, sur la durée, ce n'est pas avec un coup de rein qu'on éduque un enfant. Ce n'est pas avec des tractions qu'on permet de construire son foyer sur la distance. Non. Un mariage heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Ce n'est pas une longue série de pompes. Mais tous ces paramètres-là, encore faut-il accepter de les entendre. Et aujourd'hui, quand on voit le cas d'un Agouti Béhanzin, quand on voit des Booba et des Caris s'entretuer dans un aéroport et ensuite s'en enorgueillir, ils en sont fiers, Booba n'a jamais regretté cet acte-là, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je ne suis pas de nature à sombrer dans un pessimisme. Non, je ne sais que trop bien que l'heure la plus sombre, c'est celle qui précède l'aurore. Le plus important, c'est plutôt que de condamner la pomme pourrie, c'est de comprendre les racines du pommier. Et les racines du pommier de l'hypervirilité, ils sont là. C'est cette illusion de pouvoir que nous offre cette hypervirilité. Et nous devons nous en détacher par le verbe, par le langage. Les femmes doivent se détacher parce qu'elles sont aussi contaminées, mais moins. Elles ont moins recours au physique, elles font plus d'études, sauf qu'in fine, même quand elles ont bac plus 5, bac plus 3, elles ont encore la gorge imprégnée de cette hypervirilité verbale dont elles doivent se détacher. Les wesh, t'as capté, t'as vu, t'es un ouf. Ça, il faut s'en détacher. L'accent, ne serait-ce que l'accent ghetto. Ma formation donne accès à tout cela. Il y a des exercices de diction, il y a énormément de tournures de phrases bien distinctes et du langage affectif que je mets à disposition. Et les hommes, pareil, doivent s'en détacher par un langage, une autorité. On peut être autoritaire sans être agressif. N'en suis-je pas la preuve? Donc, voilà pourquoi nous creusons notre propre tombe. Parce que nous confondons une prison avec une forteresse. Nous prenons l'hypervirilité, l'identité ghetto comme notre identité, alors que c'est une maladie. Éradiquons cette maladie. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Ayons conscience que ce n'est pas notre identité. Narmer, Imhotep, Soundiata Keita, Marcus Garvey, Nelson Mandela, Martin Luther King, Frantz Fanon, Aimé Césaire n'étaient pas des Kaira. Ils ne portaient pas le pantalon baissé. Ils ne faisaient pas preuve de vulgarité. Ils ne bombaient pas le torse, ils ne regardaient pas de travers et ne cherchaient pas à en découdre physiquement pour un oui ou pour un non. Non, ils faisaient preuve de noblesse. Ils saisissaient le verbe et s'imposaient par ces codes-là d'excellence, qui ne sont pas des codes de blancs, qui ne sont pas des codes de bourgeois, qui sont des codes de nobles. Et ces codes-là, ce sont des codes universaux. Je l'ai répété, Thoth, l'un des dieux les plus phares de l'Égypte antique, du panthéon égyptien, c'est le dieu de l'écriture et donc du langage soutenu. Le verbe, ça a toujours été la clé du pouvoir. Le pouvoir de la virilité
mental. Mental, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous fait défaut. Bomber le torse, c'est bien, je l'ai dit, faire des pompes, c'est bien pour satisfaire notre femme, pour parfois se sentir bien devant nos miroirs. Mais ça ne construit pas une nation, ça ne construit pas une pyramide. Sauf si on le met au service des autres, sauf si on est un soldat ou un esclave. Mais en aucun cas si on veut être un dirigeant, un général, un avocat, un juge, un professeur, un scénariste, un journaliste. C'est ce qui nous fait cruellement défaut. Donc à nous de saisir aujourd'hui ce nouveau langage, ce langage qui est à notre portée. Moi, je vous le transmets. À vous de voir si vous avez les épaules, la détermination de vous en saisir. Autrement dit, est-ce que vous voulez continuer à creuser votre propre tombe ou voulez-vous commencer à construire votre forteresse, mieux, votre pyramide? Au nom de quoi? Votre noblesse intérieure. Comme de coutume avec Afro-Noblesse, pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent prolonger la réflexion autour de ce thème de la virilité et s'abreuver ainsi de connaissances, eh bien je vous invite à vous pencher sur la lecture de cet ouvrage, L'histoire de la virilité. Ici, il s'agit du tome 1 de l'invention de la virilité de l'Antiquité au siècle des Lumières. Et ensuite, vous passez au tome 2, cette fois-ci consacré au triomphe de la virilité, survenu au XIXe siècle, le siècle de Napoléon et de Bismarck. Et enfin, le tome 3, consacré à la crise de la virilité que l'on observe depuis le XXe siècle et qui est accentuée au XXIe siècle, siècle où on demande aux hommes, surtout aux hommes blancs, de devenir des femmes comme les autres, pendant que, et ça c'est pas évoqué dans l'ouvrage mais je vous en ai parlé tout à l'heure, pendant que l'homme afro, lui, une partie, étant issu des classes populaires, ayant pour seul modèle le rappeur ou le boxeur, eh bien cultive une hyper-virilité qui vient paradoxalement combler le manque de virilité de l'homme blanc, et ça donne lieu parfois à des mariages, à des unions mixtes qui ne sont pas uniquement guidées par l'amour, mais surtout par le corps, où la femme blanche veut jouir et elle ne voit que une réponse à son désir de jouissance dans les bras musclés de l'homme afro, sans pour autant se projeter avec lui sur la durée. J'ai évoqué tout ça tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas à nouveau là-dessus. Donc voilà le contenu. Maintenant, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez, si vous êtes une femme, vous voulez accéder à la noblesse, devenir une marquise par le langage et ainsi séduire les hommes alpha dignes de ce nom, ma formation qui est prise en charge par l'État est là pour vous. Si vous êtes un jeune homme et vous voulez avoir l'autorité d'un empereur sans avoir besoin de verser dans la vulgarité ou de dégainer une Kalachnikov, ma formation aussi est là et elle vous offrira via la rhétorique, via un certain nombre de verbes robustes, accès à ce langage d'autorité. Tout est dit, sauf une dernière chose, votre bonheur devra être noble ou ne sera pas. Là est la clé secrète du vrai bonheur, pas le bonheur Instagram. Le vrai bonheur, c'est le bonheur de la noblesse, c'est-à-dire le bonheur de la hauteur, le bonheur de la discipline intellectuelle, le bonheur de l'élégance. Noblesse oblige.